chers élèves et visiteurs du forum post-bac de l'AFFC 2021. Vous êtes connectés à la table ronde de l'économie sociale et solidaire et métiers de l'environnement. Nous allons donc présenter les différents métiers associés à ces branches professionnelles. Donc, ce sont des métiers d'avenir, porteurs de sens. Donc, je vais laisser la parole à Colette Belay, qui va nous présenter l'économie sociale et solidaire. Merci Natacha. Je suis Colette Belay, donc secrétaire générale de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, où j'y représente les employeurs au titre de l'Union des employeurs de l'économie sociale, puisque c'est une représentation syndicale. Ce que je vous propose, c'est effectivement de faire un petit tour sur ce qu'est effectivement l'économie sociale et solidaire, parce que aujourd'hui, on en parle beaucoup, on en parle de plus en plus, et c'est vrai que depuis la loi de 2014, de juillet 2014, qui a régi l'ensemble de ce champ-là, on a effectivement une nouvelle fenêtre qui nous est ouverte, et du coup, c'est vrai que ça permet au public jeune aujourd'hui d'être de plus en plus intéressé. La crise sanitaire a remis aussi du sens dans le travail. On a vu aussi que les différents citoyens, consommateurs, publics jeunes ont envie effectivement d'avoir un travail qui a du sens et un travail qui se fait aussi éventuellement aussi en proximité. Donc c'est vrai que toute l'économie sociale et solidaire a aujourd'hui effectivement un peu le vent en poupe. On a pu aussi le repérer à travers différents sondages qui ont été faits par l'IFOP, qui ont montré que plus de 60% des jeunes aujourd'hui sont intéressés par l'économie sociale et solidaire. Mais l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que c'est? En fait, l'économie sociale et solidaire, ça regroupe 5 grandes familles de structures juridiques que sont les associations, les mutuelles, les coopératives, les fondations et aussi les entreprises commerciales reconnues d'utilité sociale et qui ont aujourd'hui ce qu'on appelle un agrément ESUS, d'entreprise sociale, d'entreprise solidaire d'utilité sociale. Et du coup, c'est vrai qu'elles ont des fonctionnements particuliers en termes de gestion démocratique et participative. Et aussi, l'idée de ces structures, c'est bien de produire de la richesse et de produire de la valeur, mais pas à titre individuel, mais à titre collectif. Et en tout cas, chaque fois, les résultats vont être réinvestis dans l'entreprise. Et du coup, c'est vrai que ce qui est important, c'est que les valeurs qui sous-tendent, en tout cas l'économie sociale et solidaire, c'est bien effectivement de travailler pour un intérêt général, ou en tout cas pour travailler pour un collectif. C'est-à-dire qu'on rencontre là dans des coopératives, ce sont des salariés coopérateurs qui sont effectivement qui ont mis de l'argent dans un capital pour que effectivement ensemble ils produisent de la richesse, ils produisent de la valeur et ils vont réinvestir ensemble dans la structure. C'est la même chose pour une association qu'on dit à but non lucratif. Bien évidemment, il est important qu'elle produise de la richesse, mais la richesse qui va être produite, elle va être réinvestie dans le projet associatif de la structure. Donc ça, c'est un élément fondateur extrêmement important, c'est d'agir donc pour l'intérêt, cet intérêt collectif, c'est d'agir effectivement aussi pour avec ce qu'on appelle la lucrativité limitée, comme ce sont éventuellement des structures commerciales, mais pour le coup, elles doivent aussi veiller à ce que la personne la moins payée et la personne la plus payée dans l'entreprise, que le gap entre les deux ne soit pas de 1 pour 250 comme dans les très très grandes entreprises, mais que ça tourne entre 1 à 7. On est sur des choses de cet ordre-là. L'important aussi, dans cette économie sociale et solidaire, c'est qu'on est bien sur une entreprise qui va être inscrite dans un territoire et qu'elle va effectivement travailler
au développement économique de ce même territoire. C'est-à-dire que ce sont les gens qui sont les citoyens qui habitent dans ce territoire, qui peuvent travailler dans ce territoire. Et c'est vrai que du coup, la production, elle est à destination des gens de ce territoire. Ça, c'est effectivement des éléments extrêmement importants. Après, la démocratie doit en tout cas être une des valeurs fortes de cette entreprise, c'est-à-dire comment on va permettre aux salariés de pouvoir participer au fonctionnement de cette entreprise, comment effectivement ils vont pouvoir se répartir des tâches et comment à un moment donné ils vont pouvoir mettre en place des niveaux de représentation où à chaque fois l'avis des uns et des autres va pouvoir compter dans les prises de décision du fonctionnement de la structure. Et puis, l'autre élément extrêmement important, c'est que on est libre de pouvoir entrer et sortir. La libre adhésion dans les structures de l'ESS est un élément extrêmement fort, puisque il s'agit bien effectivement de, même s'il y a bien évidemment des liens de subordination avec un contrat de travail, il y aura quand même la possibilité d'avoir une certaine liberté d'adhérer au projet de l'entreprise. Donc, on est bien avec l'ensemble de ces 5 grandes familles de structures. Dans ces 5 grandes familles de structures, les associations sont extrêmement représentées. Quand je dis ça, ce sont quand même des structures, dans ce que j'ai vu, enfin, de ce que j'ai là sur mon graphique, on est bien sur des structures associatives employeuses, hein, parce que vous avez tous l'occasion parfois de participer à des associations qui, elles, ne sont pas employeurs. Il n'y a pas forcément un contrat de travail qui est là-dedans. Non, là, on a bien effectivement uniquement des structures qui sont employeuses, en tout cas dans lesquelles il y a au moins un salarié, mais en général, il y en a souvent, parfois plusieurs. Et on a une répartition de chacune de ces structures avec la partie qui est liée aux mutuelles, que vous connaissez tous parce que je pense que vous avez tous eu l'occasion au moins vous avez vos mutuelles de santé qui vous disent un certain nombre de choses. Je pense que vous pouvez le voir tous les jours avec les mutuelles de France. Toute une partie qui est liée aux coopératives. On verra dans une slide après quelle représentation ça prend en termes de coopératives, et puis des fondations. Dans les chiffres de l'ESS aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente en termes de chiffres clés? Aujourd'hui, c'est 222 000 et un peu plus d'établissements employeurs. C'est un peu plus de 2 millions de salariés. Et sur ces 2 millions bientôt, alors aujourd'hui, là, quand les chiffres avaient été établis, c'est 2,3 millions, on est presque à 2,5 millions là aujourd'hui. C'est quand même un secteur d'activité qui est quand même extrêmement féminin, mais on le verra tout à l'heure et pour quelles raisons. Et ce qui est important aussi, c'est que très majoritairement, ce sont des entreprises aujourd'hui qui sont à 82% en tout cas, qui ont moins de 50 salariés, qui donnent aussi un espace de travail et un cadre de travail qui est parfois relativement plus convivial et plus petit. Sachez aussi que quand même 16% de l'emploi des cadres et dans l'économie sociale et solidaire. Je pense que pour vous qui êtes étudiant et qui êtes en train de chercher votre voie, vous avez aussi intérêt à voir quel chemin vous pouvez envisager dans ces établissements-là. C'est 10% de l'emploi, 10% et demi de l'emploi privé enfin l'ESS, c'est 10% et demi de l'emploi en France par rapport à l'emploi privé. Quel secteur? Parce que effectivement, la particularité, c'est que ce que je viens de vous exposer, c'est qu'on est bien sur une certaine forme d'entreprise et une forme juridique d'entreprise, mais du coup, ça couvre des secteurs extrêmement vastes et extrêmement larges. Aujourd'hui, le secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est le premier employeur de l'action sociale. C'est-à-dire que vous avez à l'intérieur de ça, ce qu'on appelle très largement l'action sociale, c'est tout ce que vous avez là, c'est-à-dire que ceux qui sont dans le cadre du lien social et familial, l'aide à domicile, les soins à domicile, tout ce qui relève des établissements d'action sociale qu'on peut retrouver à travers les métiers d'éducateurs spécialisés et des métiers de responsables
d'établissements spécialisés, dans tout ce qui relève des chantiers d'insertion et des responsables aussi de ces chantiers d'insertion et de ces entreprises d'insertion pour accompagner des publics en difficulté. Toutes les entreprises coopératives de ce qu'on appelle les SCOP et les SIC, hein, c'est-à-dire qu'on va retrouver à l'intérieur de ça des activités extrêmement larges qui là vont couvrir des champs extrêmement divers, puisque ça peut aller de l'industrie, de l'agriculture, en passant par le commerce et puis un certain nombre de grandes activités de services. Donc, premier employeur de l'action sociale. Le deuxième employeur de tout ce qu'on appelle les services d'animation, de sport, de loisirs. Et c'est vrai que c'est ce que vous pouvez parfois retrouver auprès de vos clubs de sport, hein, que vous connaissez bien. C'est-à-dire que vous allez avoir des éducateurs sportifs, mais aussi des animateurs et des responsables de structures relativement importantes. Et on va aussi y trouver toute une partie sur le tourisme social avec des villages vacances ou des responsables de villages vacances, puisque effectivement, de la même façon, ce sont aujourd'hui des lieux où on va y trouver plusieurs types d'activités. Troisième employeur aussi dans l'ESS, c'est tout ce qui relève des activités bancaires, financières, puisque vous allez trouver là, je l'évoquais tout à l'heure, une partie liée aux mutuelles et toute une autre partie où vous savez que le secteur bancaire en France est un secteur coopératif pour une très grande partie, puisque tout ce qui relève de la BPMet, du crédit coopératif, du crédit mutuel et du crédit agricole, qui sont autant de grandes enseignes, qui sont des enseignes qui relèvent de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, puisque vous pouvez être effectivement sociétaire de ces coopératives et du coup, vous avez effectivement un lien fort avec eux. À titre d'exemple, parce que je pense que c'est bien pour vous de pouvoir vous représenter aussi, pour que ça prenne corps, en tout cas pour vous, parce que je crois que c'est un secteur qui intéresse beaucoup les jeunes là aujourd'hui. Et du coup, dans quoi ça peut se retrouver? Alors, vous avez dans la partie qui est à gauche toute une partie qui est liée aux coopératives. Hein, vous allez le trouver notamment auprès de l'édition, puisque Alternative économique, c'est une coopérative. Tout le réseau des biocoop, des magasins biocoop, donc sont aussi en coopérative. Un opérateur de producteurs d'énergie qui s'appelle Enercop. On y reviendra là tout à l'heure puisque vous reviendrez sur l'environnement tout à l'heure. De grosses structures, notamment dans l'industrie, qui s'appelle Acom. Et là, du coup, on est sur de la fibre optique, qui est donc une des très grosses structures et qui permet effectivement aussi d'aller travailler à l'étranger, puisque aujourd'hui, c'est une structure qui compte près de 3000 collaborateurs, qui est une grosse coopérative et qui travaille beaucoup aussi dans le sud-est asiatique, notamment dans le cadre de la mise en place de la fibre optique notamment. Et je pense que on peut comme ça avoir une forme d'entreprise inscrite dans l'économie sociale et solidaire, mais être aussi une entreprise qui très fortement est aussi des entreprises de technologie de pointe, parce que je pense que ça c'est extrêmement important. Et puis vous avez peut-être pour certains des lunettes. Eh bien, écoutez, il faut savoir que toute la filière qui est et le groupe Atoll, ce sont des opticiens coopératifs aussi. Donc vous avez comme ça un certain nombre je vous laisserai sur cette partie-là, mais en tout cas sur la partie coopérative, c'est effectivement des champs extrêmement divers et du coup on va y retrouver des métiers très divers et ce sera peut-être aussi pour vous l'occasion de vous dire, en fonction du choix que vous ferez, c'est peut-être après de faire le choix d'aller dans une entreprise qui relève plutôt de ce secteur-là. Les mutuelles, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, vous avez là, Harmonie, la MGEL, la Massif, toutes les mutuelles de France, la Maïf aussi. Des fondations et des ONG qui sont importantes, qui relèvent de l'économie sociale et solidaire et pour ceux qui
peut-être peuvent être intéressés par de la logistique. Il faut savoir que Médecins sans frontières, c'est aussi toute une action importante sur laquelle ils peuvent compter, les actions pour la faim aussi. Fondation de France, et dans les associations, vous allez retrouver toute la partie qui relève des loisirs, du sport et de la présence en termes de cohésion territoriale sur des territoires avec Léo Lagrange, VPF, mais toute cette liste n'est pas du tout exhaustive, hein, vous vous doutez bien que c'est important que vous puissiez mesurer ce que ça représente. Je pense que pour vous, ça va vous donner peut-être des idées, et je pense que ça permet effectivement d'avoir une représentation de l'endroit où vous pourriez exercer vos métiers. Toute la partie des établissements qui relèvent de l'aide à domicile, hein, que ce soit de la DMR, mais aussi de la Croix-Rouge pour certains. Peut-être que vous aurez l'occasion de faire, ceux qui peuvent être intéressés, de faire des études d'infirmières, d'infirmiers, d'aides-soignantes, mais du coup, ils ont aussi des établissements et ils sont aussi en capacité de produire, de vous offrir des postes et des carrières potentielles. Et puis, aujourd'hui, nous avons notamment dans le cadre de la loi de 2014, l'inscription et la création des entreprises sociales, qui sont des entreprises qui, elles, là, aujourd'hui, regroupent plus largement, on va dire, alors, soit pour répondre à un besoin sur un territoire, et on choisit d'avoir une structure commerciale, mais avec un agrément qui leur permet de répondre aux exigences qu'on a fixées tout à l'heure, qui sont les valeurs de non-lucrativité ou de lucrativité encadrée, d'inscription dans un territoire, de respect des valeurs démocratiques et participatives, d'intérêt général. Et du coup, ça permet effectivement de fonctionner de cette façon-là. Vous avez le groupe SOS là aujourd'hui, qui est un très gros groupe français qui regroupe, il me semble, plus de 500 établissements et qui doit avoir à peu près 15 000 collaborateurs dans des secteurs du social, du médico-social, mais aujourd'hui aussi dans le cadre d'accompagnement du public en insertion par l'activité économique, qui du coup peut vous offrir aussi des postes de coordination, de chargé de mission sur la conduite de projet. Voilà, donc ça me semble important que vous puissiez effectivement voir où est-ce que vous pouvez exercer ces métiers. Quel métier dans l'ESS? Nous l'avons déjà un peu vu, mais on va le revoir extrêmement rapidement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des responsables de secteur, des directeurs, des directrices de structures, des éducateurs spécialisés, des responsables d'exploitation bancaire, des animateurs, des gestionnaires de santé. Voilà. Vous avez là de nombreuses opportunités. Je pense que ce qui est important de voir, c'est qu'il y a une demande extrêmement forte et croissante sur tout ce qui relève des métiers de la dépendance, que ce soit d'un grand âge ou de la petite enfance. Sachez que 2025, c'est bientôt, donc c'est le temps pour vous de faire un cursus et d'arriver sur le marché du travail peut-être en 2025, puisqu'on est en 2021, donc 2025, ça vous fait 4 ans, du bac jusqu'à la fin d'un Master 1, vous y serez. Et sachez qu'il y aura 700 000 départs à la retraite d'ici 2025, et en tout cas, et que de nouvelles filières s'ouvrent aussi très très largement, notamment dans le cadre de l'économie circulaire, du développement durable et de tout ce que vous pourrez voir tout à l'heure et qui sont liés effectivement à l'environnement. Donc, voilà, je pense que c'est important que vous sachiez ça. Je peux éventuellement vous donner vite un petit point sur des salaires, parce que comme ça, je pense que ça aussi, ça permet de fixer rapidement ces éléments-là. Sachez que effectivement, pour l'instant, dans l'ESS, quand même, parfois, le cadre, il va toucher un petit peu moins que ce qui pourrait toucher souvent dans l'économie marchande privée.
Mais par contre, c'est vrai que c'est un espace, l'économie sociale, où on va avoir une vision beaucoup plus large de son activité, une relation complètement différente au travail et avec ses collaborateurs et avec aussi ses collègues. Et du coup, c'est vrai que ça donne aussi un autre sens au travail. Et je pense que, effectivement, ça me paraît être un élément extrêmement important. Donc, voilà, je crois que c'est ce que je voulais partager avec vous parce que je pense que c'est essentiel. En tout cas, l'économie sociale, c'est un, un espace où aujourd'hui il y a de la place pour des carrières nouvelles, pour pouvoir investir ce champ-là, parce que aussi c'est un secteur où on va aussi accompagner l'innovation technologique, puisque aujourd'hui, par rapport à la transition écologique et à la transition numérique, il y a des métiers aussi qui sont en train de bouger. Et ça, je vais laisser la parole à, à, à mes autres collègues. Voilà. Merci beaucoup, Colette Belay. Donc, on a eu un bel aperçu là de ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Et maintenant, je vais donner la parole à Roland Marion, qui va nous présenter des métiers de l'environnement. Voilà, bonjour à tous. Alors, la Confédération des métiers de l'environnement, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? C'est en fait la confédération qui regroupe l'ensemble des organisations professionnelles au sein desquelles adhèrent l'ensemble des entreprises qui traitent des questions de collecte, transport, valorisation, recyclage des déchets. En fait, c'est tout ce qui se passe une fois que vous avez déposé votre sac jaune, votre sac gris dans la rue, que vous avez vu passer le camion. Donc le camion, c'est déjà la filière. Et tout ce qui se passe derrière, c'est une industrie extrêmement complexe dont je vais vous parler un instant. Cette industrie, elle a aussi une particularité technique et organisationnelle et humaine. Premièrement, elle comprend au moins deux grands leaders mondiaux. Il n'y a pas énormément de filières industrielles dans lesquelles on a des leaders mondiaux et la filière de valorisation et de traitement des déchets a ces deux leaders mondiaux. Vous les avez certainement entendus, c'est Veolia et Suez. Aujourd'hui, ils sont dans une position un peu délicate de regroupement qui se fait pas simplement, mais qui vise aussi à faire, en tous les cas, du point de vue de Veolia, des leaders mondiaux, des très gros leaders mondiaux sur ces questions d'environnement. Et puis, on a aussi un écosystème extrêmement riche, extrêmement complet, avec à peu près 1500 entreprises. Alors, c'est évidemment pas 1500 entreprises qui ont des tailles et des caractéristiques mondiales. C'est 1500 entreprises qui vont de ces leaders mondiaux à des très belles ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire, près que vous avez sans doute entendu de Richebourg, Séché Environnement, voilà, des belles entreprises, beaucoup de PME, des petites et moyennes entreprises, et puis énormément de TPE qui répondent à des besoins locaux, des questions industrielles particulières ou une gestion un peu complexe ou un peu innovante de cette question d'économie circulaire, et je peux revenir une seconde dessus, et de gestion de déchets. Alors on vient d'où? On vient d'ici. Alors en fait, voilà, l'image à gauche, c'est le Moyen-Âge. Qu'est-ce qui se passait? En fait, on avait des déchets qui étaient un truc dont il fallait absolument se débarrasser. Pourquoi? Parce qu'à 30 ans, on était vieillard, parce que les rues étaient infestées de bactéries et de microbes, ça devait être absolument atroce, et cette question de déchets était mise de côté. Elle n'était pas traitée, et quand on a commencé à traiter cette question de déchets, bien plus tard, ça s'est réparti plutôt en deux voies. Premièrement, la question de la salubrité. Le déchet pose des questions de salubrité dans nos civilisations, alors beaucoup moins en France, en Europe aujourd'hui au Moyen-Âge, beaucoup moins dans les pays développés, mais évidemment, la question de la salubrité, de la manière dont le déchet vient impacter nos vies sociales, c'est une question qui perdure dans certains endroits du globe. En Inde, par exemple, la question du déchet est une question absolument cruciale, dans certains pays d'Afrique aussi. Et une autre voie de développement de cette industrie a été finalement récupérer la matière qui est comprise dans nos déchets, et c'est ce qu'on voit ici au début du XXe siècle, ce qu'on appelait les chiffonniers qui venaient piquer dans les rues parisiennes et qui étaient agréés pour le faire par le préfet de police de Paris en particulier, récupérer les chiffons, les métaux, la ferraille, ce qui avait un peu de valeur, ce qui lui permettait de vivre et de revivre sur ce déchet. Donc on avait bien deux voies, une voie qui était celle de la salubrité, il faut se débarrasser du déchet, et puis une voie qui était redonner un peu de valeur et faire vivre par la valeur qu'il y avait dans le déchet, qui était plutôt le secteur du recyclage. Et aujourd'hui, on est dans un secteur, vous voyez, c'est le schéma
de droite sur la slide, qui est devenue extrêmement complexe. Parce que imaginez-vous bien tout ce que vous avez comme produit de la consommation quotidienne, tout ce que vous mettez d'un côté dans la poubelle de tri, c'est autant de matières, de plastique, de papier, de carton, de bois, de ferraille, d'aluminium, c'est énormément de filières industrielles, et puis ce que vous mettez d'un autre côté dans la poubelle grise, que vous mettez pour vous en débarrasser définitivement, il y a encore des choses là-dedans à récupérer, il y a encore de la valeur, mais globalement, ce que vous triez a plutôt vocation à aller redonner de la matière, repartir dans un cycle industriel, et puis ce que vous mettez dans la poubelle grise a plutôt vocation à être éliminé ou à être valorisé sous forme énergétique. Donc c'est tous ces métiers-là, c'est 90 000 personnes, c'est à peu près 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, et ça représente une toute petite part de l'aspect mondial, évidemment, puisque c'est des métiers qui, historiquement, sont des métiers locaux. On traite localement, on collecte localement, évidemment, on ne va pas aller collecter à l'autre bout du monde, et puis on vient traiter localement, mais vous voyez qu'en fait, on est en train d'ouvrir vers ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire, et je vais y venir dans un instant, pour diminuer par l'industrie du déchet notre pression sur les ressources non renouvelables de la planète. Ça, c'est ces deux courbes de gauche et la grande courbe de droite. La courbe en haut à gauche, c'est une courbe de Jean-Marc Jancovici, qui est connu dans le domaine de l'énergie en particulier, qui fait le lien en ordonnée entre le PIB mondial, en fait la croissance mondiale, et en abscisse entre l'énergie utilisée pour accompagner cette croissance mondiale. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une corrélation absolument parfaite, là en regardant un rétroviseur, absolument parfaite entre l'exploitation des ressources et la croissance économique. Juste en dessous, c'est la même chose, mais pour les déchets en France. Et là, on regarde un peu dans le rétroviseur et un peu dans ce qui va se passer dans les prochaines années. On a de nouveau une corrélation parfaite entre la croissance du PIB et la croissance du volume de déchets qui est généré. Tout simplement parce que pour faire de la croissance de PIB, on fait de la croissance de matière utilisée et donc de déchets générés. Donc cette question, elle est principale parce qu'on veut accompagner, c'est le modèle économique aujourd'hui prédominant, on veut accompagner une croissance économique française, européenne et mondiale, mais en même temps, on voit que cette croissance a des impacts en termes de pression sur les ressources. Et donc, on va aller chercher, et c'est ça toute la filière dont je vous parle, on va aller chercher dans les déchets une manière de travailler en préservant les ressources tout en accompagnant une croissance économique. Cette question est de plus en plus cruciale chaque jour qui passe, en raison en particulier de ce qu'on peut voir sur la courbe à côté de droite, qui est l'évolution de la population mondiale à l'horizon 2100. À l'horizon 2100, on sera, selon certaines hypothèses et sous réserve de catastrophes, de l'ordre de 11 milliards d'humains sur Terre. C'est une première donnée. On part de 7, on arrive à 11. La deuxième, c'est la couleur de la courbe, c'est-à-dire que la croissance démographique va aller essentiellement se concentrer sur les zones qui sont l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud, en fait sur les zones qui sont aussi en croissance économique. Et ces zones-là qui sont en croissance économique, nous, on ne peut pas leur reprocher, et on doit au contraire accompagner leur croissance économique, mais si on accompagne une croissance économique dans une zone qui est aussi en croissance démographique, on se rend compte qu'on va être confronté, et on est déjà en réalité aujourd'hui confronté, à la nécessité d'aller accompagner une croissance qui soit durable en récupérant les matières premières et toutes les matières premières qu'on peut récupérer, en particulier dans le déchet. Il y a évidemment des questions de substitution qui traitent d'éco-conception, c'est aussi une partie de la filière. Comment est-ce qu'on fait pour produire plus durablement? Comment est-ce qu'on fait pour produire avec des matériaux plus durables, avec du bois qu'on va entretenir convenablement? Mais cette partie-là d'éco-conception répondra à une partie, mais pas à toute la problématique. Et donc, on a cette question principale, comment faire une croissance durable partout dans le monde en réutilisant nos matières premières. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte l'économie circulaire. On accompagne un développement économique, mais dans un système circulaire, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai utilisé la matière, j'arrête de m'en débarrasser, mais je la mets à disposition par le biais de cette industrie, à disposition d'autres utilisateurs de matière. Maintenant, ce qui est aussi nouveau dans ce système-là, c'est qu'on est dans un mécanisme qui est passé de local. Quand le camion poubelle passait récupérer votre poubelle et puis la mettre dans un incinérateur ou dans une décharge, il le faisait assez localement, c'est-à-dire à quelques centaines de kilomètres maximum de chez vous. Mais à partir du moment où on recrée de la matière première, on va la mettre à disposition de l'usine du monde. C'est-à-dire qu'on la mettra à disposition de là où il y a des usines qui auront besoin de matière pour accompagner leur croissance économique et leur production manufacturière. Ça, exactement, c'est les flux mondiaux de matières premières.
Pour simplifier, les Chinois qui nous envoient des produits emballés et donc de la matière première mais manufacturée qu'on utilise une fois déchets, on n'a pas toujours sur le territoire français ni européen la capacité industrielle à utiliser ces matières, donc on les renvoie en Chine et partout dans le monde. Et ça, c'est aussi extrêmement nouveau parce que ça crée des relations internationales, des relations complexes entre producteurs et utilisateurs de matières à l'échelle mondiale. L'industrie dont je parle, c'est une industrie qui a pour toutes ces raisons-là, parce qu'on va être en croissance économique, parce qu'on est en croissance du volume de déchets, parce qu'on a absolument besoin de trouver des mécanismes qui nous permettent d'accompagner cette croissance tout en étant respectueux d'une terre aux limites techniques, technologiques finies. C'est véritablement industriel. On voit arriver désormais dans nos métiers beaucoup de grosses industries, du numérique, de la robotique, des métiers qui vont se spécialiser, puisqu'on a des filières matières, métaux, carton, papier, déchets, biodéchets, donc des gens qui vont se spécialiser, qui vont accompagner par le numérique, par les nouvelles technologies, une manière de travailler sur ces produits-là. Et on est aujourd'hui, et depuis finalement assez peu de temps, en train d'opérer cette mutation d'une économie où on se débarrasse d'un produit à une économie où on redonne de la valeur. Et ce sera dans les prochaines années une filière qui sera sans aucun doute en forte croissance sur la demande en ingénieurs qualifiés et de haut niveau pour accompagner ce nouveau modèle. Merci Roland Marion. Et maintenant, la prochaine intervenante, c'est Marie Louda, qui va peut-être dire un petit mot du GREN, puisque son travail se situe sur l'éducation à l'environnement. Alors, bonjour à tous, déjà, tout d'abord. Donc, effectivement, Marie Louda, donc je suis animatrice réseau au GREN. Donc, le GREN, qu'est-ce que c'est? Le GREN, c'est un réseau régional pour l'éducation à l'environnement et au développement durable. Pardon. Donc, le GREN, il a une mission, c'est de promouvoir et de développer l'éducation à l'environnement et au développement durable dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, pour cela, on a 3 grandes missions. On informe, on professionnalise et on soutient tous les acteurs au sein de notre réseau. Alors, les acteurs, on en a une 50aine. Donc là, on voit un peu ce qu'on a en région, les acteurs qu'on accompagne. Mais il se trouve que on estime qu'il y aurait près de 200 structures d'éducation à l'environnement et au développement durable dans la région. Ces structures, elles se focalisent essentiellement sur le littoral, au niveau de la métropole Aix-Marseille. Et voilà. Alors, l'éducation à l'environnement, qu'est-ce que c'est? Donc, on appelle ça l'EDD, voilà, c'est un acronyme. C'est informer, sensibiliser, éduquer, c'est un grand mot, hein, mais éduquer, former, tout public, je vais préciser après par la suite, sur l'environnement et le développement durable. Alors, l'environnement, ça veut dire beaucoup de choses. Le développement durable aussi, ce sont des grands mots où il y a énormément de définitions qu'on peut mettre derrière. Et voilà, il y a des termes qui, développement durable, on l'utilise presque plus. Maintenant, on parle beaucoup de transition écologique. Mais voilà, on va rester sur ces termes aujourd'hui. Alors, donc, l'EDD pour qui? On pense souvent que l'EDD, l'éducation à l'environnement, c'est pour les scolaires, ça à l'école, c'est les classes découvertes, par exemple, où on va dans la forêt, il y a un guide qui vient nous expliquer pour les petits-enfants le rôle des arbres. Alors, c'est plus que ça. Effectivement, c'est une grande partie, comme on peut voir sur la droite, c'est quand même 64% des actions dessus. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que tous les graphiques et les chiffres que je vais vous donner tout de suite, ils datent de 2018. Et ils proviennent de l'ORD, donc c'est l'Observatoire régional de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Donc, c'est des chiffres qui concernent la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, ce que je disais, donc effectivement, ça concerne les scolaires, le périscolaire, mais aussi le grand public. Et c'est quand même une grande majorité sur toutes les actions, la part du public sensibilisé,
c'est le grand public. En 2018, on a eu près de 260 000 personnes qui ont été sensibilisées. Et c'est un chiffre minoré, parce qu'en fait, c'est des données de l'observatoire, et cet observatoire a été rempli par des structures associatives, mais ce n'était pas l'intégralité. Donc, on peut estimer qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont été sensibilisées à l'EDD en 2018. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on sensibilise? L'environnement, qu'est-ce que c'est? Le développement, qu'est-ce que c'est? En grande majorité, l'environnement, ça va être tout ce qui est la biodiversité, la faune et la flore. Après, on a en deuxième, dans le top 3, on a l'eau et la question de la ressource en eau, des économies d'eau. Et en troisième, on a tout ce qui est, alors effectivement, il y a des chiffres un peu contradictoires sur cette diapo, mais dans les thématiques les plus abordées, on a la question des déchets. Donc je reviens après un peu avec ce que disait Roland Marion juste avant. Effectivement, les déchets, c'est quelque chose dont on parle énormément en ce moment, et il y a beaucoup d'actions d'éducation là-dessus, sur le tri des déchets, sur la réduction des déchets. Voilà, tout ça. Et par rapport au top 3 que je vois en dessous, ce top 3 qu'il y a biodiversité, eau, agriculture et jardin pédagogique, ça concerne 63% des personnes qui ont été sensibilisées en 2018. Donc c'est l'équivalent à peu près de 160 000 personnes qui ont été sensibilisées sur ces 3 thématiques. Alors, donc comment l'éducation comment sont sensibilisés tout ce public en région et en France. Donc en majorité, on retrouve des balades, des sorties sur le terrain, ce qu'on appelle des balades naturalistes, des sentiers, ça peut être des sentiers effectivement dans les parcs, mais aussi sous-marins. Donc là, en fait, les chiffres qu'on voit à l'écran, ça concerne la biodiversité. Donc on a également, donc c'est pour ça qu'il y a énormément de balades. On a également des ateliers pédagogiques, des manifestations de tout genre, des conférences, mais aussi des expositions. Mais ça dépend effectivement du type de thématique, de la thématique. Sur les déchets, par exemple, on a beaucoup d'ateliers pédagogiques. Sur la question de l'eau, ça peut être aussi des sorties. Après, tout ce qui est, par exemple, changement climatique, on va sortir là sur des conférences, des expositions. Alors, maintenant, l'EDD en emploi. Donc ce que je souhaitais mettre en avant aujourd'hui, c'est que c'est un secteur qui est en croissance, si je peux dire ça. En tout cas, la demande est de plus en plus importante. À la fois des personnes qui sont en demande d'éducation à l'environnement dans les établissements scolaires, mais également maintenant dans les entreprises, avec toute la question de la RSE, de la responsabilité sociale de l'entreprise, où donc il y a une demande pour qu'on vienne sensibiliser, former toutes les personnes au développement durable et à la transition écologique, par exemple. Donc, en fait, on a à la fois, si je peux dire ça, les commanditaires, donc qui est une demande de plus en plus importante, mais également aussi, des personnes comme vous, les étudiants, ou pas, des personnes qui sont un peu plus avancées à un niveau carrière, qui changent du jour au lendemain de carrière et qui se tournent dans cette voie. Les raisons sont multiples, hein. Et bon, on va pas s'étendre sur ça aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a en plus de plus en plus de personnes qui se dirigent vers ce type d'emploi, vers l'éducation à l'environnement. Car il y a, on en parle de plus en plus, des questions environnementales, ça préoccupe beaucoup de personnes. Et c'est vrai que l'éducation à l'environnement durable est un moyen de faire correspondre ce qu'on a envie de faire dans notre vie
et pour aider, voilà, pour essayer de régler tous ces problèmes dont on entend parler tous les jours. En tout cas, pour dire que pour l'emploi, faut savoir que le GREN, nous, on poste toutes les offres d'emploi en région sur l'éducation et l'environnement. Donc, par exemple, en 2019, on avait l'équivalent de 150 emplois, offres d'emploi qu'on a pu publier. Donc, ça fait à peu près, grosso modo, une offre d'emploi qui sortait tous les 2-3 jours. Donc, voilà, c'est quand même qu'il y a une demande. Et ce que je veux mettre en avant, c'est que c'est souvent des structures associatives, l'éducation à l'environnement. Donc, il y a un gros pôle, effectivement, de mobilisation citoyenne, de bénévoles, mais pas que. On remarque aussi qu'il y a de plus en plus une professionnalisation du secteur, que maintenant, il y a près de la moitié des salariés du secteur qui sont en CDI, par exemple. Et on a bien 3/4 de ces salariés qui ont au moins Bac+3. On voit qu'il y a une professionnalisation de ce secteur. Alors, là, je vais juste faire un petit panorama des métiers qu'on peut trouver dans l'éducation à l'environnement. Donc, vous allez voir, il n'y en a pas des milliers et des cents. Mais voilà, ça va être rapide. Donc, on a ce qu'on imagine quand on voit une action en éducation, c'est un animateur, une animatrice, éducateur, une éducatrice en environnement, en développement durable. Donc là, ça va être les personnes qui vont être direct au contact du public, qui vont aller sensibiliser sur une thématique particulière. Et voilà, donc ça peut être, par exemple, ça peut être des éco-gardes dans des parcs, ça peut être des ambassadeurs de tri dans les collectivités, mais également, effectivement, des animateurs dans des centres sociaux qui vont éduquer, qui vont mettre qui vont mettre en place ce type d'action. Également, on a les coordinateurs et coordinatrices de projets en éducation. Donc là, en fait, c'est des personnes qui vont impulser, qui vont développer des projets sur l'éducation. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Voilà, c'est plus une fonction support. Donc, ce n'est pas forcément des personnes qui vont aller sur le terrain au contact du public, même si quand même de plus en plus, souvent, on a les deux casquettes. Mais voilà, c'est des personnes qui vont aller gérer des projets, qui vont coordonner différents animateurs, animatrices et beaucoup de travail partenarial également. Après, on a les animateurs et les animatrices réseau. Donc là, c'est un peu ce que je fais moi au sein du GREN. Donc là, c'est impulser une démarche collective de partage d'expériences au sein des acteurs sur le territoire. Donc voilà, c'est toute cette question de mettre autour d'une table les personnes d'un secteur, d'éducateurs à l'environnement, pour parler de nouvelles thématiques émergentes, de projets à mettre en place, voilà, tout ce type de choses. Et après, enfin, effectivement, on a les directions des structures en EDD. Après, alors, comment on fait pour entrer dans ce secteur? Là, c'est plus focus, effectivement, animateurs et animatrices en EDD. On a plusieurs types de formations. On a à un niveau bac, on va avoir le BPGEPS avec la spécialité éducation à l'environnement. Après, on a le BTS, donc Bac+2, gestion et protection de la nature. Et après, on va passer effectivement dans les Bac+3, Bac+4, voire 5, donc les licences pro, les masters. Mais il faut savoir que voilà, là, c'est vraiment éducation à l'environnement. Mais on peut rentrer dans ce champ, dans ce secteur de manière différente. Il y a des ponts, il y a d'autres ponts. Donc, par exemple, dans le champ de l'animation, par exemple, on peut faire un BAFA, on peut faire un DUT animation sociale et après, effectivement, se spécialiser via d'autres formations sur une thématique spécialisée en environnement ou en développement durable. Ou, effectivement, là, ce sera l'inverse, donc passer par une formation en environnement, donc dans tout ce qui est biologie, la biodiversité, se spécialiser dans un domaine très particulier, assez scientifique, et après prendre une voie dans l'animation. Donc ça, c'est des formations diplômantes, et bien sûr, on trouve aussi des formations qualifiantes.
Donc, on a tout un type de formation éco-interprète qui marche très bien. Et après, on a des formations, je dirais, non qualifiantes. Donc là, c'est des formations de formation continue, si je peux dire ça. Donc ça, ce sera des plus petites formations sur 1 ou 2 jours sur une spécialité. Donc, par exemple, sur la sensibilisation au changement climatique, la question de l'eau en région, les économies d'eau, au développement durable au sein d'entreprises, par exemple, ou de collectivités. Donc voilà, j'en ai fini pour moi. Et en tout cas, merci. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez plus de questions par la suite. Merci. Merci Marie-Lauda pour cette présentation. On va passer aux questions. Donc, c'est une question qui s'adresse à Colette Belay. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut devenir auto-entrepreneur dans le secteur de l'économie sociale et solidaire? Ah oui, bien sûr. Ça fait tout. Je pense qu'effectivement, auto-entrepreneur, ça veut dire qu'à un moment donné, on a travaillé pour avoir une compétence et une spécificité, et du coup, on peut effectivement créer sa propre activité et la dérouler. On peut être auto-entrepreneur, mais dans l'économie sociale et solidaire, ça veut dire que on va rejoindre peut-être ce qu'on appelle une coopérative d'activité et d'emploi, parce que du coup, ça permettra de rejoindre un collectif pour pouvoir travailler peut-être dans avec un groupe d'autres personnes pour développer cette activité. Les coopératives d'activité et d'emploi sont portées par des scopes et ça permet de porter cette activité, d'avoir des fonctions transversales qui vont être portées par la coopérative, et à l'intérieur de cette coopérative, on va pouvoir développer sa propre activité. Ça permet d'avoir en tout cas aussi un statut juridique qui va être plus sécure, j'ai envie de dire, en tout cas, oui, plus sécure que d'être auto-entrepreneur ou quelque part. On l'a vu là par les temps qui courent et au moment de cette crise sanitaire, c'est vrai que d'être auto-entrepreneur, c'est vrai qu'on est soumis à des aléas économiques énormes et il n'y a pas du tout de filet de sécurité. L'intérêt, c'est de pouvoir être dans un collectif et de pouvoir travailler en collectif. Je crois que c'est aussi toute la dimension de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on peut travailler dans un collectif, on peut travailler pour soi, mais à l'intérieur d'un groupe, et du coup, il peut y avoir aussi des interactions au sein du groupe, ça peut donner des idées de co-construction et d'échanges. Voilà. Merci. J'avais aussi une question pour Roland, Marion, sur les perspectives d'évolution de carrière dans le secteur des métiers de la revalorisation et des circuits courts. Des circuits courts peut-être, oui, parfois des circuits courts, et parfois au contraire des circuits beaucoup plus longs que ce qu'ils étaient avant. C'est des métiers qui, premièrement, évoluent énormément aujourd'hui dans leur technicité, dans leur technologie, dans leur innovation. Et ça crée forcément des formes d'émulation et donc de capacité à changer de métier ou à changer de secteur. Et puis, c'est des métiers qui sont désormais très mondialisés. Il y a une partie assez locale de collecte, de prévalorisation locale, et puis il y a une partie, comme je vous disais tout à l'heure, qui est au contraire complètement mondiale, où on va remettre de la matière première sur l'ensemble du globe. Et puis ce savoir-faire qui est plutôt de très bon niveau en France, si c'est parmi les tout premiers, si c'est le premier, il s'exporte. Il s'exporte beaucoup, et donc les entreprises de la filière vont vendre leur savoir-faire et montrer la capacité française en matière industrielle partout dans le monde. Donc cette double évolution, premièrement des métiers, donc de la technologie, donc de l'innovation, crée des capacités, des fortes capacités d'évolution professionnelle. Et puis la mondialisation du métier crée aussi des opportunités pour ceux qui auraient des volontés ou des velléités pour aller travailler quelque part dans le monde. Très bien, merci. On avait aussi une question pour Marie-Lauda, à savoir si il y avait donc
des établissements spécialisés qui dispensent les formations pour être intervenants en éducation à l'environnement? Alors oui, il existe l'IFRE, donc c'est l'Institut français de recherche pour l'éducation à l'environnement, donc où il dispense des formations. Après, on peut effectivement trouver l'IRFED. Donc ça, l'IRFED, c'est pas vraiment l'éducation à l'environnement, c'est l'Institut de formation régionale en environnement et développement durable. Donc, ils font des formations qui ne concernent pas que l'éducation, mais voilà, ils proposent des formations sur le traitement des déchets, justement, la question de l'assainissement. Sinon, après, toutes les formations dont j'en ai parlé, on les trouve dans des facultés, voilà, un peu partout en France, en tout cas. Marie, tout à l'heure, vous avez parlé de RSE. Donc, je pense que c'est la responsabilité sociétale des entreprises dont vous vouliez parler. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ce que c'est exactement? Alors, la RSE, donc, c'est devenu une obligation pour les entreprises. Donc, en fait, c'est la prise en compte de ces entreprises d'enjeux à la fois sociaux, environnementaux au sein de leur entreprise. Donc, comment faire pour améliorer finalement. Alors, je vais prendre un exemple. Par exemple, La Poste a un très très fort, ils sont très forts sur la RSE et sur tout ce qui est impact du CO2, par exemple, l'impact carbone. Ils ont mis en place la plus grande flotte de véhicules électriques en France. Donc voilà, ça fait partie de la RSE. Par exemple, voilà, c'est toute une réflexion en interne sur les économies d'énergie, la gestion des déchets en interne, tout ce qui est la rénovation des bâtiments. Et également dans cette RSE, on peut, et c'est encouragé en tout cas, d'avoir des intervenants qui vont venir sensibiliser les salariés sur les économies d'eau, les économies d'énergie et sur tout ce qu'on peut trouver. Donc voilà. Mais il y a aussi la question sociale. Mais je pense que Colette sera plus à même d'en parler. Merci. Et donc, du coup, Colette, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de cette dimension sociale sur laquelle les entreprises maintenant sont tenues de mettre en place des démarches? Oui, alors du coup, effectivement, sur cette partie qui est liée à la responsabilité sociétale des entreprises, c'est vrai que toute la partie qui est liée à l'environnement, la gestion effectivement des déchets et de l'impact effectivement de carbone de l'activité, ça c'est une première chose, ça a un des piliers effectivement de la RSE. L'autre partie, elle est liée effectivement à toute la dimension, tout ce qui fait société à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire que tout ce qui relève des relations au sein de l'entreprise entre les différents collaborateurs et les différents services, et de laisser effectivement des espaces, organiser les espaces effectivement d'expression des salariés au sein de l'entreprise. Alors, ça permet effectivement de recaler l'organisation de l'entreprise, notamment dans ses relations avec ses salariés. Donc, ça va permettre de développer toute la participation, la relation aux autres, avec la relation aussi avec des partenaires. Et, on va aussi aborder toute cette dimension-là dans la RSE. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de labels qui existent, qui sont mis en œuvre, mais en tout cas, moi j'ai envie de dire que quand même dans l'économie sociale et solidaire, on a quand même, on va dire, la dimension de la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Ça fait un peu partie de l'ADN, on va dire, des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'on s'est un peu fait devancer le pas par un certain nombre de structures de l'économie marchande, mais c'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ces différents métiers de l'économie sociale et solidaire, mais j'imagine également de l'éducation à l'environnement, doivent être accessibles également par l'apprentissage?
Oui, 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 tout à fait. D'autant que dans le cadre du plan de relance de juillet 2020, mais bien au-delà, parce que je pense qu'on va avoir la même chose sur l'année 2021, c'est-à-dire que il y a un très fort accent qui est mis par rapport à l'emploi des jeunes et au développement de l'emploi des jeunes et à la formation des jeunes sur l'apprentissage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, on peut aller d'une formation Bac+2 à une formation d'ingénieur en apprentissage. Et ça, c'est pour les métiers très techniques, on va le dire comme ça, mais en tout cas pour l'environnement, ça existe de la même façon. Marie citait tout à l'heure l'IRFED. L'IRFED est un centre de formation aussi en apprentissage. Je pense que c'est intéressant à l'environnement et au développement durable. Mais il faut savoir que je parlais des actions dans le secteur du médico-social ou social. Nous avons là aussi des formations en apprentissage. Elles sont pratiquement toutes dans ces modalités-là. Elles sont possibles dans ces modalités-là. Ça permet aussi de pouvoir accéder plus rapidement à l'emploi, ou en tout cas déjà d'être dans l'emploi avec un terrain effectivement de travail, de ressortir à la fin de sa formation en ayant déjà 1, 2 ou 3 ans déjà d'expérience professionnelle, ce qui est aussi plus facile pour rebondir derrière. Et je crois que c'est un enjeu important. En tout cas, dans une vision européenne, je pense que ça aussi c'est important. On voit bien combien ça peut être développé, notamment en Allemagne. Mais je pense qu'en France, on est en train de se donner aussi des moyens pour que ça puisse avancer différemment. Voilà, je pense que c'est important. Eh bien, merci à tous d'avoir participé à cette conférence donc de la FFC sur l'économie sociale et solidaire et les métiers de l'environnement. Merci Roland, merci Colette et Marie d'avoir présenté vos filières d'activité. J'espère que ça aura permis aux futurs étudiants et aux visiteurs de ce forum d'avoir des réponses. Et vous pouvez donc poser des questions à ces différents intervenants et nous leur transmettrons. Donc, vous pouvez nous envoyer sur la boîte mail de la FFC vos questions et nous les transmettrons aux différents intervenants dans les semaines qui viennent. Merci à tous. Fin de journée. Merci. Merci.